Coucou à tous, comment ça va? Bienvenue sur cette toute nouvelle FAQ. Déjà, avant de commencer, je tenais à tous vous remercier parce que vous avez été plein à me poser plein de questions. Du coup, c'était dur de choisir. Merci beaucoup à vous de l'intérêt que vous portez à cette chaîne. On perd pas plus de temps et je vais répondre à la première. Rory1311 nous dit: Bonjour Fanny, quel est le revenu généré par les vidéos YouTube comparé à un travail de salarié au Japon? Je me pose la question suite à l'arrêt de ta vie professionnelle à Tokyo. Alors là, on commence pas par la question la plus facile parce qu'on va parler de revenus. Je sais que c'est un sujet qui peut être un petit peu tabou en France. Je vais vous parler de mon ancienne expérience. En fait, je suis en train de réfléchir, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que mon salaire, il a tellement changé selon les périodes. Parce que quand j'étais là-bas, j'ai travaillé en tant que part-time parce que j'étais étudiante. Après, j'étais en temps plein, mais à côté de ça, je faisais aussi des lives, ce qui fait qu'on avait une rémunération en plus. Et après, je suis revenue de mon congé parental, j'y ai travaillé pendant 6 mois. Donc je pense que je vais plutôt comparer à ça. Quand j'étais salariée là-bas pendant ces 6 mois-là, parce que je faisais pas de live à côté, etc., c'était vraiment mon salaire de base. Donc j'étais à peu près, je pense, aux alentours de 200 000 yens, si je me trompe pas, il faudra que je vérifie. C'était un salaire à peu près le même que je touchais tous les mois. Et c'est la grosse différence avec aujourd'hui, en fait, c'est que comme maintenant je suis devenue auto-entrepreneur, mon salaire, on va dire, enfin l'argent que je gagne en tout cas, il change vraiment selon les mois. C'est-à-dire qu'il y a des mois où je peux ne pas gagner d'argent et d'autres mois où au contraire je gagne le double de mon salaire de l'époque. Ça dépend de la monétisation YouTube qui représente une petite partie de ce qu'on gagne. Et puis ensuite, il y a la partie sponsor. Vous avez des mois où il y a des sponsors, il y a d'autres mois où il n'y en a pas. Donc vraiment, ça dépend en très grande partie de ça. Et mon salaire, il est jamais fixe tous les mois. Mais quand même, depuis que je suis à mon compte, je gagne beaucoup mieux ma vie en tout cas que quand j'étais salariée. Ça, il n'y a pas photo. Même s'il y a des mois qui peuvent être difficiles où je peux ne rien gagner et vraiment c'est compliqué dans ces moments-là, je préfère être pauvre que de redevenir salariée. J'aime tellement mon mode de vie actuel et je me sens tellement libre que voilà, ça n'a pas de prix. Sur ce, merci Rory pour ta question et on va passer à la prochaine. Qu'est-ce qui te saoule au Japon et qu'est-ce que t'aimes trop? De Oden Sarah. Cette question m'a fait un petit peu rire parce que c'est tellement large et on peut dire tellement de choses. Il y a un truc en particulier dont j'aimerais bien vous parler, un truc qui m'a saoulée récemment, en tout cas très récemment même. On était dans la voiture avec Mitsu et vous savez, dans la voiture il y a une petite télé. Et donc moi j'attendais à l'intérieur le temps que Mitsu amène la petite à la clinique. Je regarde jamais la télé japonaise et le seul truc sur lequel je tombe, ça m'a saoulée tout de suite. C'est comme une présentation pub mais qui dure vraiment longtemps, hein, sur une pilule à prendre tous les jours et genre vous aviez des dames assez âgées quand même qui devaient avoir entre 60 et 80 ans, donc qui faisaient la promotion de ce produit-là. Tout ce qui est complément alimentaire, moi ça m'énerve un petit peu parce que à partir du moment où vous avez une alimentation qui est saine, normalement vous n'avez pas besoin de compléments sauf si vous avez des carences, mais c'est des cas très particuliers. Pour savoir ça, il faut faire des prises de sang et c'est un médecin qui va vous prescrire des compléments en fer par exemple s'il y a besoin. À part ça, acheter des compléments alimentaires, c'est pas vraiment utile et même parfois ça peut être dangereux. C'est comment ça s'appelait déjà? J'ai plus le nom. Suppon Komachi. Pour ceux qui connaissent un petit peu le japonais, je pense que vous allez comprendre tout de suite. Le suppon, c'est des tortues. Donc ils expliquaient dans ce documentaire comment ils faisaient ces comprimés incroyables qui redonnaient la beauté aux femmes âgées. Voilà, elles redevenaient belles parce qu'elles prenaient ces comprimés à la tortue. C'est vraiment dégueulasse. Et ça me saoule parce qu'en fait, il n'y a rien qui va. Déjà, une femme, qu'elle soit âgée ou pas, elle est belle. Elle n'a pas besoin de prendre des comprimés pour devenir belle ou je sais pas quoi. Genre, ça me saoule déjà de base. Et ensuite, des comprimés à la tortue. Genre, ils vont tuer des tortues, ils vont récupérer leur sang, leur carapace, je sais pas trop quoi, pour en faire des comprimés. Mais c'est horrible. Enfin, moi, je trouve ça dégoûtant, vraiment ça me dégoûte ce premier degré et quand j'ai vu cette pub j'ai eu envie de vomir parce qu'il montrait du coup des images de tortues mortes et tout, enfin c'était juste dégueulasse. Ça me rappelle qu'un des premiers traumatismes que j'ai eu quand j'étais petite c'était de voir des tortues mortes dans un étang à La Ciotat. Si les animaux tombaient à l'intérieur ils pouvaient pas en ressortir et du coup il y avait plein de tortues mortes et genre ça m'avait un petit peu traumatisée. Voilà, ça c'est un exemple parmi les choses qui peuvent me saouler au Japon et ça tout particulièrement en complément alimentaire et en plus à base d'animaux c'est juste écœurant. Sinon les choses que j'adore au Japon, je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois et je pense que si vous suivez cette chaîne-là, vous savez tout ce qui me plaît au Japon. Franchement, juste de vivre ici, d'être présente là, l'ambiance, les gens, le calme, la nature. J'aime tout au Japon, c'est vraiment mon pays de cœur. Et même s'il y a
quelques petits trucs comme ça qui peuvent m'énerver de temps en temps et parfois même des choses un petit peu plus dérangeantes. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo bientôt sur un sujet qui concerne les femmes ici au Japon. Ça devrait être fin juin que je vous en parlerai. Voilà. Avant d'aller plus loin dans les questions, laissez-moi vous parler du sponsor du jour, CyberGhost. CyberGhost, c'est un VPN ou réseau virtuel utilisé par plus de 38 millions de personnes dans le monde, dont moi, avec une note presque parfaite sur Trustpilot qui comptabilise plus de 20 000 avis. Autant vous dire que c'est du sérieux. Le principe est très simple, ça vous permet de changer virtuellement votre localisation. En gros, même si vous êtes en France, vous pouvez vous connecter aux États-Unis, au Japon ou dans n'importe quel autre pays du monde. Et ça, c'est génial parce que ça vous permet de débloquer du contenu sur plus de 40 plateformes de streaming, dont Netflix, Disney+, Amazon Prime et j'en passe. Mais CyberGhost, ce n'est pas que pour le divertissement, c'est aussi génial pour la sécurité. On a souvent tendance à croire que le mode incognito suffit, alors que non, pas du tout. Que ce soit votre fournisseur d'accès internet, votre école, votre entreprise, peu importe, il y a plein de gens qui ont accès à ce que vous faites en ligne. Avec CyberGhost, tout votre trafic est chiffré et redirigé vers des serveurs ultra sécurisés dans plus de 100 pays. C'est rapide, efficace et personne ne peut savoir ce que vous faites en ligne, même pas eux. Moi je trouve que c'est cool parce que ça vous permet de vous protéger des utilisateurs qui peuvent être malveillants, notamment quand vous êtes en voyage par exemple et que vous devez vous connecter à des Wi-Fi publics, que ce soit dans les hôtels, dans l'avion, dans l'aéroport. Autre avantage, c'est compatible avec tous les appareils, donc iPhone, Android, Mac, Windows, et vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps, ce qui vous permet de partager votre abonnement avec votre famille ou vos amis si vous en avez envie. En ce moment, avec mon lien en description, vous pourrez profiter d'une offre exceptionnelle de 4 mois gratuits et de 83% de réduction. Donc surtout n'hésitez pas, et en plus vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 45 jours et un service client qui est disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Donc avec ça, vous n'avez aucun risque. Merci encore à CyberGhost VPN de sponsoriser cette vidéo et nous on passe à la suite. Alors ça, c'est le commentaire qui a été le plus liké et genre je comprends pas pourquoi, je vous avoue. Mais j'ai trouvé ça très drôle que voilà, tout le monde like cette question. Du coup, je vais y répondre forcément. C'est Herve Julien qui nous dit « À quand une vidéo sur les chats japonais ou le fait de posséder un animal de compagnie au Japon? Les races de chats sont-elles différentes de celles de l'Europe? En illustration, ton propre chat. Est-ce que ça vous intéresserait vraiment que je fasse une vidéo sur les animaux de compagnie? D'ailleurs, ça peut être un sujet qui m'énerve aussi au Japon, j'avoue, parce qu'il y a certains côtés qui sont assez compliqués. Il me semble que Mitsu en a déjà parlé sur sa chaîne. Le business des animaleries ici, pareil, c'est affreux. Une vidéo sur les chats japonais en particulier. Pour les races, je ne crois pas qu'elles soient différentes de celles que vous pouvez trouver en Europe. Quoique, il y a plusieurs chats endémiques ici. Vous savez, souvent dans la rue, on voit des chats avec la queue très courte. C'est pas vraiment endémique, mais ça serait une particularité génétique chez les chats au Japon. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi exactement, mais c'est assez particulier et souvent c'est vrai que les touristes ils se font la réflexion. Moi la première, d'ailleurs, je me souviens la première fois que je suis venue au Japon, ça m'avait un petit peu choquée aussi. Et je m'étais dit, mais pourquoi les Japonais ils coupent la queue des chats? C'est trop bizarre. Et il y a plein de gens qui se posent la même question alors qu'en fait non, ils naissent comme ça. Aussi, il y a beaucoup de chats qui vivent dans la rue. Il y en a un petit peu moins maintenant à Tokyo, mais avant il y en avait beaucoup. Malheureusement, les chats qui n'ont pas de foyer et qui vivent dans la rue, souvent ils se blessent, notamment quand ils sont chatons. Une queue de chat, ça peut se couper très facilement, surtout les petits chatons. C'est un petit peu horrible ce que je suis en train de dire là. Mais bref, vous voyez où je veux en venir. Ça arrive souvent qu'il y ait des accidents et donc il y a ça aussi qui entre en compte. En tout cas, si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les chats japonais ou sur les animaux de compagnie au Japon, dites-le moi en commentaire. Et je verrai si j'en fais une ou pas. Ensuite, on a une question de Kevin Mag 14 qui nous dit « Quand sortira la prochaine vidéo sur Yami Fanny ? Car j'aime beaucoup l'ambiance dans tes vidéos qui est très calme et aussi précision sociale et historique du contexte où elles ont lieu. Je ne sais pas si c'est très clair. » Si, c'est très clair, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et c'est vraiment sur ça que j'ai envie de travailler quand je fais des vidéos Yami Fanny. J'ai pas juste envie de raconter une affaire criminelle, j'ai aussi envie de raconter tout le contexte qu'il y a autour et pourquoi au Japon ça se passe de cette manière. Notamment au niveau juridique, je trouve ça assez intéressant parce que je pense que sur le YouTube français et même anglophone, c'est pas quelque chose qui se fait spécialement. Donc voilà, Yami Fanny est un petit peu unique par rapport à ça et c'est ça que je trouve vraiment cool. Et sinon, pour répondre à ta question sur quand sortira la prochaine vidéo, eh bien elle sortira dimanche, ce dimanche-là. Donc pour vous, c'est demain. Voilà, je vous y attends nombreux aussi. C'était vraiment un sujet qui était passionnant à traiter et que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Il y a eu des rebondissements récemment dans l'affaire qui date de mars, donc c'était vraiment hyper récent. Je suis déjà en train de travailler sur le prochain sujet, parce que comme je vous l'ai dit, maintenant sur Yami Fanny, j'aimerais bien sortir 2 vidéos par mois. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est passionnant à faire et je kiffe. On va passer à la prochaine vidéo, moi. Mais qu'est-ce que je raconte? Oh, il est trop mignon, petit Shiba.
trop chou. Prochaine question de Léakna. Hello Fanny, tout d'abord, j'espère que tu vas bien et ta petite famille aussi. Ça va très bien, merci. Je voulais savoir s'il y avait un moment particulier, un événement qui t'a fait te sentir vraiment chez toi au Japon. Totalement. En fait, je me rendais pas compte de ce sentiment de se sentir chez soi jusqu'au moment où je suis rentrée en France. Après 3 ans de vie ici, je suis revenue en France et ça m'a fait un choc culturel inversé. C'est-à-dire que vous rentrez dans votre propre pays, votre pays de naissance, où vous avez été habitué toute votre vie et pourtant vous avez l'impression d'être une étrangère. Et c'est vraiment le sentiment que j'ai eu la première fois que je suis rentrée en France et la deuxième fois et la troisième fois et la quatrième fois aussi. Ça m'a fait à chaque fois la même impression, voire même de plus en plus forte. C'est cet événement-là, ce choc culturel inversé qui m'a fait vraiment me dire que c'était chez moi ici. Et à chaque fois que je rentre au Japon, c'est comme un soulagement. Je suis toujours triste de partir de France parce qu'il y a ma famille, il y a mes amis qui sont là-bas aussi. Donc c'est toujours triste de dire au revoir. Mais je suis toujours heureuse de rentrer chez moi. Et aussi, je pense, depuis qu'on a la maison où on vit actuellement avec Mitsu et Mini, on se sent tellement bien en fait dans ce quartier, dans cette maison-là, qu'on se sent mais totalement chez nous quoi. Merci pour ta question et on va passer à la prochaine. Zaza Piwiwi qui nous dit: dans ta dernière vidéo, tu fais un peu d'urbex et tu sembles super contente, mais de fou. Je me demandais comment s'est passé ton premier urbex et qu'est-ce que l'urbex représente pour toi. Alors, premier urbex, c'est facile d'y répondre. La deuxième question, un peu plus complexe. Premier urbex, j'étais enfant et c'était mon papa qui m'amenait dans les ruines. Je me souviens très bien, mais j'étais vraiment petite, que à chaque fois qu'on montait dans la voiture, je regardais les paysages. Quand je voyais un urbex, je disais ruine, ruine. Et ça arrivait de temps en temps qu'on s'arrête pour aller faire de l'urbex entre père et fille, voilà. Le tout premier que j'ai fait, j'ai vraiment un souvenir vivide, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais je m'en souviens extrêmement bien des détails, etc. C'était une maison qui était vraiment en ruine pour le coup. À l'intérieur, il y avait beaucoup de débris, beaucoup de déchets, etc. Peut-être pas le meilleur urbex à faire en premier, mais en tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Et qu'est-ce que l'urbex représente pour moi ? C'est une passion, tout simplement. C'est un sentiment de stress quand je vais à l'intérieur parce que je suis toujours anxieuse, soit qu'il y ait quelqu'un déjà dedans, soit qu'il y ait la police qui vienne. Mais j'ai toujours un autre sentiment qui est plus fort que tout, l'émerveillement. Voilà, je pense que c'est ça. Moi, à chaque fois que je vais dans un endroit abandonné, je suis émerveillée de voir comment le temps a des conséquences sur un endroit, sur un lieu que l'humain a créé. Et je trouve ça trop beau en fait de voir la nature reprendre ses droits, de voir que tout est arrêté, enfin toutes les activités humaines en tout cas, mais que la vie continue malgré tout parce que souvent vous avez des plantes, vous avez des animaux et tout à l'intérieur. Ça donne une impression un petit peu post-apocalyptique. Quand j'avais 15 ans, j'ai acheté mon premier appareil photo pour justement faire des photos d'urbex aussi parce que je trouvais ça trop beau et je voulais faire des photos d'urbex. C'était mon hobby, on va dire. Donc d'un point de vue artistique aussi, je trouve ça juste trop beau et il y a trop de belles images qu'on peut créer à partir des lieux d'urbex, je trouve. C'est comme les gens qui regardent des belles peintures et qui sont émerveillés devant. Moi, quand je vois un lieu abandonné, ça me fait ça. Voilà. Merci pour ta question et on va passer à la prochaine. Camille. Coucou Fanny, étant donné que tu as pas mal bougé au Japon, j'étais curieuse de savoir ce que tu pensais du fait de louer une voiture pour un tout premier voyage au Japon. Mais carrément, franchement, si tu as l'occasion de conduire ici, moi je te conseille à 100%. Il y a plein d'endroits qui ne sont tout simplement pas desservis par les transports en commun ou par les trains et ça peut t'ouvrir à des découvertes improbables, le fait de prendre la route. Nous, l'agence de location qu'on prend à chaque fois, ça s'appelle Nippon Rent Car. C'est assez facile de réserver dessus et surtout, même si vous avez un permis étranger, vous pouvez louer là-bas seulement si vous avez une traduction de votre permis, ça c'est important de le faire. Sinon, des tips à donner, moi je te conseille de bien apprendre le code japonais quand même à l'avance parce qu'il y a des choses qui sont complètement différentes de ce qu'on peut trouver en France au niveau des priorités, des feux aussi. Donc voilà, c'est important de se renseigner là-dessus pour être sûr d'être prêt et de rouler sûrement. Ça c'est le plus important je pense. Mais en tout cas grave, je te conseille de fou de faire ça. En plus, il y a plein d'aires d'autoroute ici au Japon qui sont aussi trop cool. Allez, on fait une dernière question et puis après on change d'endroit. Une question de Calve 69. Parmi tous les endroits que tu as pu visiter, quel est selon toi le plus beau lieu? Au Japon ou en dehors, ça peut être un lieu naturel ou un quartier d'une ville. Ça fait plusieurs jours que j'y réfléchis et à chaque fois j'ai des endroits différents qui viennent. Moi, ma ville préférée ever au Japon, c'est Nagasaki. Je trouve ça juste trop beau, il y a du patrimoine culturel à voir sur place, il y a plein de choses différentes. C'est en bord de mer, vous avez une baie, moi ça me fait un petit peu penser à ma ville natale, à La Ciotat. Et en plus, vous avez des lieux d'urbex juste
incroyable là-bas. Déjà, vous avez Gunkanjima qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc on peut pas visiter librement l'île, il faut avoir des autorisations ou sinon il faut y aller avec des guides touristiques. Mais vous avez aussi Ikeshima là-bas qui pour le coup n'est pas classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour l'instant en tout cas, mais qui est tout aussi incroyable et qui est pratiquement totalement abandonné. J'ai eu l'occasion d'y aller 2 fois déjà. À chaque fois, j'ai toujours autant adoré. Donc voilà, Nagasaki top 1. Sinon, top 2. Un lieu en particulier. Je saurais même pas vous dire où c'est exactement. C'était quand j'ai fait un tournage avec Japan Kuru. J'ai été modèle dans une entreprise japonaise pour faire la promotion de certains lieux au Japon, certaines régions. Et donc j'ai eu l'occasion, grâce à ça, d'aller dans plein de régions et de voir des spots juste magnifiques. Et donc il y a un lieu en particulier où je me souviens avoir été subjuguée par l'ambiance plus que par la beauté. Je saurais pas l'expliquer, mais vraiment j'ai eu l'impression d'être dans une parenthèse enchantée, genre que le temps était suspendu. C'est très très bizarre comme sensation et ça m'a fait ça plusieurs fois dans ma vie. C'était dans un temple. Alors je suis pas du tout quelqu'un de spirituel ou quoi que ce soit, donc il y aurait pu y avoir le temple ou pas, ça aurait été la même chose parce que ce qui m'a enchantée à ce moment-là, c'était la forêt qu'il y avait autour de moi et il y avait un petit passage, un chemin, il faisait bon, genre température parfaite. Les arbres étaient tellement hauts qu'on voyait juste le soleil passer à travers les arbres. J'ai vraiment eu une impression de lâcher prise à ce moment-là. Et j'adore quand ça fait ça. Comme je vous ai dit, ça m'arrive de temps en temps. Je sais pas si vous aussi ça vous le fait. Vous moquez pas de mes habits, ok, c'était genre un truc de pèlerinage. Allez, on va au spot suivant. Non mais franchement, vous êtes pas bien là, dans la rivière avec moi. Ceci étant dit, on va répondre à la question de Terraphile 1000 qui à chaque fois nous pose des questions très intéressantes. Ta fille remarque-t-elle déjà qu'elle est différente physiquement des autres enfants à la crèche ou les adultes projettent-ils plus ça qu'eux? Déjà oui, je pense que les adultes projettent ça plus que les enfants, forcément. De base, les enfants, ils remarquent pas les différences physiques. Enfin, en tout cas, à leur âge, c'est plus les adultes, effectivement. Pour Minnie, c'est un petit peu compliqué de parler à sa place. Elle remarque, par exemple, que ses cheveux, ils sont différents. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'elle nous dit qu'elle aime beaucoup ses cheveux. Quand on essaye de lui coiffer et tout, elle dit « Non, moi, je veux mes boucles, je veux mes kuru-kuru ». Donc oui, je pense qu'elle en est consciente quand même, qu'elle est un petit peu différente des autres au niveau physique. Mais pour l'instant, c'est pas un problème ou quoi, c'est pas genre quelque chose d'hyper important. Peut-être que ça sera le cas plus tard quand les enfants grandissent. Ils font plus remarquer ce genre de différence. Là, elle a que 3 ans pour l'instant, donc elle est vraiment petite encore. Quand on est dans Tokyo, ça nous arrive aussi de croiser d'autres enfants qui lui ressemblent, donc des petites filles ou des petits garçons qui sont blonds comme elle. Et du coup, je lui fais remarquer, je lui dis « Ah, regarde Minnie, c'est comme toi, les mêmes cheveux et tout ». Mais ça la fait pas plus réagir que ça, j'ai l'impression. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment encore trop un sujet pour elle dans sa tête. Alors, ensuite, nous avons une question de Pure Névrose qui nous dit « Coucou, est-ce qu'il t'est arrivé une petite histoire feel good récemment, du genre ta rencontre avec la mamie dans le parc? Merci pour toutes tes vidéos, et merci à toi pour ta question. » J'ai dû réfléchir aussi parce que ça, c'est le genre de choses pareil qui arrivent assez souvent quand on vit au Japon, j'ai l'impression, parce que les gens font preuve de gentillesse, vraiment. Et la dernière que j'ai vécue, je pense, c'était quand on était en vacances à Yamanashi. Il y avait un monsieur qui s'occupait de nous accueillir à la maison, de nous présenter les lieux et de rester en contact avec nous si jamais on avait un problème. Il y a eu un jour, vous savez, je vous l'ai raconté la semaine dernière, quand Minnie est tombée malade, elle vomissait beaucoup. Elle a vomi dans l'entrée et elle a vomi aussi à l'extérieur devant la voiture. J'ai eu le temps de nettoyer son vomi dans l'entrée. Comme il y en avait partout sur les chaussures et tout, fallait qu'on enlève vite pour pas qu'il y ait trop d'odeur. Et puis à l'extérieur, vu que c'était au moment où on allait partir chez le médecin, on l'a laissé là, on a mis genre des mouchoirs dessus et tout, et on s'est dit on fera ça en rentrant. Entre temps, quand on était à la clinique, il y a le monsieur qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'il avait déposé des jeux pour les enfants. Donc j'ai trouvé ça trop adorable en fait, comme il avait rencontré Minnie et son cousin, il a dû se dire ah mince, il n'y a pas beaucoup de jouets dans la maison, du coup il a rapporté genre plein de petits jouets, des bulles et tout pour les petits, et il les a déposés devant notre porte, genre trop adorable quoi. On lui a répondu en lui disant qu'on était désolé parce qu'il a dû voir qu'il y avait un vomi à l'extérieur et qu'on allait le nettoyer en rentrant. Je pense que vous l'aurez deviné, mais le monsieur l'avait nettoyé. J'ai trouvé ça extrêmement gentil parce que déjà il avait pensé aux petits en leur ramenant des jouets, c'est trop mignon de faire ça en fait. Et puis le fait de nettoyer le vomi d'un enfant qui n'est pas le sien par pure gentillesse comme ça, je sais pas, je trouvais juste ça trop adorable. Donc ça, je pense, c'est la dernière histoire feel good que j'ai. On entend souvent que les Japonais sont des personnes froides, surtout les Tokyoïtes, qui font pas attention aux autres, que c'est chacun pour soi, que pense qu'au travail. Il y en a même qui utilisent les termes robots. Je trouve ça horrible et non, ça définit pas du tout la population japonaise, quoi, clairement pas. Donc voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question et on va passer à la prochaine. Une question de Lisa Rassami qui nous dit « Alors, j'ai remarqué dans vos vidéos que vous parliez beaucoup à Minnie en japonais, mais du coup, dans quelle mesure vous organisez pour apprendre le français? Est-ce que vous faites
des exercices de traduction ou est-ce que c'est simplement organique? Et quand vient le moment de parler avec la famille, récemment vous avez accueilli votre sœur et sa famille, comment ça se passe dans ces moments-là, la communication avec elle, pour ceux qui ne parlent pas japonais? Pour l'instant, elle a que 3 ans et demi, donc elle sait faire des phrases, elle sait exprimer ses idées, que ce soit en japonais ou en français, plus en japonais quand même qu'en français, mais elle y arrive quand même dans les 2 langues. Pour l'instant, vu qu'elle est encore toute jeune, on ne s'est pas organisé pour lui donner des cours de français ou quoi que ce soit, c'est à 100% organique. On lui parle en français quand on est à la maison la majorité du temps, même si ça arrive qu'on lui parle en japonais aussi. Moi j'essaye de faire attention quand même à ça, mais c'est vrai que par exemple Mitsu, lui il a plus le japonais qui sort naturellement quand il parle avec les enfants. Quand on est à l'extérieur, c'est vrai qu'on essaye, et moi aussi, de lui parler plus en japonais pour, j'ai envie de dire, mettre à l'aise un petit peu les gens qui sont autour de nous, pour leur faire comprendre aussi qu'on peut communiquer ensemble, voilà, s'il y a d'autres enfants et tout, qu'ils peuvent jouer ensemble sans souci. On fait pas vraiment ça de manière réfléchie, c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, de manière ultra naturelle, mais on sait que au bout d'un moment, il faudra certainement l'inscrire à des cours de français pour qu'elle puisse au moins apprendre l'écriture, la grammaire, etc. Ça, c'est des choses que nous, on aura un petit peu plus de mal à lui apprendre, je pense. Et sinon, pour répondre à ta question concernant la famille, quand elle est avec sa mamie ou sa tata ou son tonton, etc., c'est vrai que ça lui arrive souvent de dire des mots en japonais parce que pour elle, c'est naturel, quoi, tout simplement. Elle comprend pas qu'il y a des gens qui ne parlent pas japonais, c'est normal. Mais je pense que ça se fera petit à petit naturellement quand elle aura conscience, en fait, justement, qu'il y a des gens qui parlent que français et qu'il y en a qui parlent que japonais. Par contre, on a un petit problème en ce moment, c'est qu'elle a tendance à ne pas du tout parler aux autres adultes. Avec nous, Mitsu et moi, il n'y a aucun souci, elle parle, elle chante, elle s'exprime. Mais dès qu'il y a un adulte qu'elle ne connaît pas, elle va pas du tout vouloir lui parler. Et même quand il y a ma sœur et mon beau-frère qui étaient là, elle voulait passer du temps avec eux. Elle leur montrait des trucs avec ses doigts ou en faisant des petits cris. Mais genre, c'est comme si elle osait pas trop leur parler. C'est difficile pour moi de savoir ce qui se passe dans sa tête, forcément, parce que j'y suis pas. On se pose un petit peu la question de savoir si c'est juste en ce moment ou si c'est un problème qui va continuer dans la durée. Je sais pas. Voilà pour le niveau de langue de Minnie. En tout cas, c'est assez épatant de voir qu'une petite fille de seulement 3 ans et demi arrive à parler 2 langues comme ça. C'est toujours fou. Des fois, elle nous sort des phrases compliquées en français. Et genre, je suis là, mais attends, mais quand est-ce que t'as appris ça, quoi? Enfin, c'est vraiment épatant. Et on passe à la prochaine question qui parle encore de Minnie. Morgane Leisel. Coucou Fanny, juste petite question. Comment va ta fille? Elle est retombée malade pendant le voyage et j'imagine que ça doit être vraiment difficile pour vous quand vous devez l'amener à l'hôpital. Un petit débrief sur sa santé, savoir si elle va mieux. C'est toujours des moments horribles quand on doit l'amener à l'hôpital. Alors heureusement, c'est pas non plus tout le temps. On l'amène souvent à la clinique pédiatrique, par contre, parce que ça arrive souvent qu'elle ait des rhumes. On l'amène à l'hôpital quand on voit qu'elle a du mal à respirer la nuit quand elle dort. Au total, on l'a amenée 2 fois aux urgences pour ça, dont une fois où elle a été hospitalisée 10 jours. On est suivi à l'hôpital depuis son hospitalisation. Ça va beaucoup mieux au niveau de ses résultats sanguins, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, c'est au niveau respiratoire qu'il y a un petit problème. Ce sont ses amygdales qui nous inquiètent un petit peu parce que depuis qu'elle a eu la mononucléose, elles sont restées assez grosses et c'est pour ça que quand elle tombe malade, ça gonfle encore plus et du coup elle a du mal à respirer. C'est très très problématique. Et donc là, on est en train de réfléchir à la faire opérer des amygdales, à faire une ablation. On a rendez-vous avec des ORL, on a rendez-vous avec des docteurs à l'hôpital pour ça et on est en train en ce moment d'y réfléchir, de demander des avis à plusieurs spécialistes pour savoir quoi faire. Est-ce que ça vaut le coup de l'opérer ou pas? En tout cas, à l'heure actuelle, on pense qu'il faudra malheureusement qu'on passe par là. En tant que maman, ça me stresse énormément et moi au départ, j'étais pas du tout pour la faire opérer parce que j'ai trop peur en fait pas des séquelles mais des risques que l'opération peut apporter, plus la douleur que ça engendre les jours d'après et tout. Mais là, plus elle grandit, plus elle tombe malade et plus je me dis en fait, on va certainement devoir passer par là, malheureusement. C'est affaire à suivre. On a rendez-vous en août à l'hôpital avec un ORL pour prendre la décision. On verra à ce moment-là, mais je pense qu'on va la faire opérer. Donc voilà, je peux pas vraiment te dire qu'elle va mieux à ce niveau-là, mais mis à part ça, c'est une petite fille qui est pleine de vie, qui a plein d'énergie, elle danse, elle chante, elle va quand même bien. On va passer à la question suivante de Manon qui nous demande tout simplement quels sont les points négatifs de la vie au Japon. Alors ça, j'imagine que c'est une question qui est orientée pour les personnes qui pensent potentiellement venir vivre ici un jour et qui veulent savoir qu'est-ce qui pourrait être négatif. Je vais y répondre très rapidement. La famille qui est loin. Ça, je pense que c'est le premier point négatif, la famille et les amis qui sont en France, qui sont à 15 000 km et que vous pouvez voir qu'une fois par an si vous avez la chance de pouvoir voyager une fois par an. Ensuite, les catastrophes naturelles. On sait qu'au Japon, il y a énormément de séismes, il y a des glissements de terrain, il peut y avoir des tsunamis aussi, il y a beaucoup de volcans.
Enfin voilà, il y a à peu près toutes les catastrophes naturelles qui peuvent arriver ici. Pour vous rassurer un petit peu quand même, on vit justement dans le pays qui est ultra préparé à ce genre de situation. Le pays est fait pour ça, les maisons sont fabriquées pour ça. Le plus inquiétant, c'est si vous vivez en bord de mer et qu'il y a un tsunami, ou si vous vivez dans la montagne et qu'il y a des glissements de terrain. Ça pourrait être le plus dangereux. Mais en tout cas, nous, en vivant à Tokyo, on n'a pas énormément de risques en soi. Prochain point négatif, l'été, ça peut être très dur à supporter selon les personnes. Ici, il fait très humide et très chaud et parfois, ça peut être vraiment invivable. Autre point négatif, ne pas trouver des vêtements à sa taille. Ça, c'est relou. Je trouve rien à ma taille et ça m'arrive d'acheter des vêtements dans des boutiques japonaises, mais souvent j'ai les manches qui sont trop courtes ou pantalons trop courts. J'ai tout le temps les pantalons qui m'arrivent aux chevilles, genre comme s'il y avait le feu au plancher. Pareil pour les marques de chaussures japonaises, c'est des pointures en S, M, L, XL. Et moi, mes pieds, ils rentrent même pas dans le XL, ou sinon j'ai genre mon bout du pied qui touche et c'est trop désagréable, c'est trop chiant. D'ailleurs, j'avais une question aussi là-dessus qui me parlait des pointures de chaussures, comment je faisais pour trouver des chaussures ici. Et c'est très simple, en fait, j'achète que des chaussures de marques étrangères, donc Doc Martens. J'ai mes Naked Wolf que j'ai là actuellement, que je mets tout le temps, je les ai depuis 5 ans je crois à peu près. J'ai des Converse, Vans, New Balance. Heureusement que j'ai la possibilité d'acheter ces chaussures là ici. Voilà, ça c'était le dernier point négatif que j'avais à donner. Il y en a certainement d'autres mais je les ai pas tous en tête. Alors on va répondre à une question et après on rechange de spot. On va répondre à ça autre part parce qu'il pleut. Bon, j'ai trouvé un spot sous les arbres où on est à peu près protégé de la pluie, ma caméra et moi. Ça commence fort avec Kram qui nous pose comme question: le sujet ayant été évoqué lors de la dernière vidéo, vous sentez-vous prêt pour un deuxième enfant ? Ça, c'est la question incontournable de chaque FAQ sur ma chaîne. Concrètement, et je vais te répondre très directement, non, on ne se sent pas prêt pour avoir un deuxième enfant. Ça pour plein de raisons, même si l'envie est là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous freinent. Déjà, au niveau de notre travail, on est tous les deux à notre compte, ce qui fait qu'on n'a pas de sécurité. Donc si moi, je dois m'arrêter de travailler pendant plusieurs mois, j'aurai pas d'aide financière malheureusement. Quand on est auto-entrepreneur en France, on n'a pas de congé maternité, on n'a pas de congé parental. Il y a d'autres choses qui nous bloquent, mais il me semble que j'en avais déjà parlé avant. Je suis sûre que si demain j'apprends que je suis enceinte, je serai la plus heureuse du monde et je serai trop contente d'accueillir un autre bébé dans la famille. Mais c'est vrai que je pense que je suis une personne qui est assez anxieuse, Mitsu aussi. Et donc forcément, on se pose toutes ces questions-là et on se sent jamais prêt. Mais ça se fera, je pense quand même, malgré tout, à moyen terme. Il faut juste qu'on se prépare et qu'on puisse accueillir cet enfant au mieux. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. Prochaine question de Yael Begel. Est-ce que tu conseillerais la vie au Japon pour quelqu'un de créatif qui souhaite faire des métiers moins conventionnels ? J'ai récemment eu ce débat avec mon père qui est persuadé que je ne pourrais pas vivre heureuse au Japon car une carrière artistique semble complexe là-bas. J'ai donc mis de côté mon envie de repartir à Tokyo, surtout avec les lois de plus en plus restrictives. En fait, ça dépend du contexte, ça dépend de ta situation à toi. C'est un petit peu compliqué de te répondre sans savoir qu'est-ce que tu fais comme activité artistique. Est-ce que tu as déjà une carrière en France ou pas ? Ou est-ce que c'est un projet que tu aimerais mettre en place ? Si tu as déjà une carrière d'artiste en France, ce que j'envie beaucoup d'ailleurs, franchement, si tu arrives déjà à gagner de l'argent avec ton activité, c'est totalement possible de venir au Japon et assez facilement même en préparant un dossier pour avoir un visa artistique. Le plus important à prouver, c'est justement que tu arrives à gagner de l'argent avec ça. Il faut un minimum de 200 000 yens par mois et c'est encore mieux si tu as des sponsors ou si tu as déjà par exemple exposé dans une galerie. Voilà, en fait, il faut avoir un CV d'artiste et généralement avec ça, c'est possible de venir ici au Japon et de pouvoir résider avec ce statut-là. Par contre, c'est si tu n'as pas de carrière et que tu aimerais bien devenir artiste en arrivant au Japon, c'est là que c'est un petit peu compliqué parce que justement pour pouvoir avoir ce statut, ce visa, il faut prouver que vous êtes déjà un artiste qui est en place. Sinon, une autre possibilité, c'est de devenir étudiant en école d'art ou d'étudier une chose spécifique de la culture japonaise. Donc par exemple, si vous allez dans une école d'ikebana ou une école de kimono, enfin vous voyez tout ce qui est relié à la culture japonaise, ça c'est un visa qui existe aussi. Je connais pas exactement les spécificités de ce visa-là, donc il faut vous renseigner par vous-même sur le site de l'ambassade ou sur le site de l'immigration au Japon directement. Il y a toutes les informations dessus, c'est assez facile d'accès, je pense. Mais voilà, en tout cas, ce sont des possibilités qui existent. Et en dehors de ça, je voulais aussi rajouter que le Japon, c'est un pays qui adore l'art. Il y a vraiment une relation qui est forte entre les Japonais et tout le monde de l'art. Si je dois comparer avec la France, en France, on va surtout avoir accès à l'art dans les musées, dans les galeries, il faut se rendre dans des lieux. Alors qu'au Japon, on retrouve de l'art un petit peu de partout, dans les lieux publics, dans les magasins, dans les centres commerciaux, dans les gares, dans
la rue, vraiment un peu partout, on tombe toujours sur des petits trucs artistiques. Et je trouve ça super cool en tant que personne justement qui apprécie l'art. Et j'ai l'impression d'y avoir accès beaucoup plus facilement ici. Ce que je voulais dire, c'est qu'au Japon, en tout cas, quand vous êtes artiste, vous êtes pris au sérieux. Et c'est une vocation qui est respectée et qui est bien vue, je pense. Effectivement, c'est pas conventionnel, ça change des gens qui ont une carrière plus classique comme les salaryman, etc. Mais c'est tout autant respecté en tout cas. Question suivante de Bluebirds Live. Hello Fanny, as-tu réussi à te réapproprier ton corps? Où en es-tu du sport, alimentation saine, etc. Plein de bisous à toi et à ta petite famille. Alors j'ai eu beaucoup de questions qui me demandaient si j'avais repris le sport ou pas. Je continue à aller à la salle de sport quand j'ai le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'arrive à y aller 3 fois par semaine et il y a d'autres moments où j'y vais pas du tout. Donc c'est de manière assez irrégulière. À part ça, non, pas spécialement. Et je vais même vous dire, j'ai l'impression que je deviens de plus en plus sédentaire et ça m'inquiète beaucoup parce que je sais à quel point c'est mauvais d'être sédentaire. Je reste beaucoup dans mon bureau à faire du montage, à lire des articles pour Yummy Fanny, à écrire mes scripts pour Yummy Fanny, voilà. Et je sais que c'est mauvais, mais d'un autre côté, je sais pas trop comment empêcher ça. Sinon, alimentation saine, ça oui, toujours. Je fais hyper gaffe à ce que je mange, j'essaye toujours de manger des trucs qui sont bons pour la santé. Donc voilà, alimentation saine, oui, sport, bof, sédentarité, ça va pas du tout. J'ai oublié de répondre du coup au principal de la question, la réappropriation du corps. Après la grossesse, l'allaitement, etc., c'est toujours dur. C'est vrai que quand je venais d'accoucher, et puis même plusieurs années après, j'avais oublié que j'avais une apparence, j'avais oublié que j'avais un corps dont je devais m'occuper. Je faisais plus rien, je me coupais même plus les cheveux, je mettais que des habits larges. C'est l'oubli du soi, mais je l'ai pas mal vécu. En tout cas, quand c'était sur le moment, je le vivais pas mal parce que j'y pensais même pas. Je dirais juste que quand on a envie de nouveau de se maquiller, de se faire des teintures, de mettre des vêtements qui nous plaisaient avant, etc. C'est cool, c'est un sentiment qui est sympa. Enfin moi ça m'amuse, j'aime bien faire ça. Est-ce que ça veut dire que je me réapproprie mon corps? Je sais pas trop. C'est un peu difficile pour moi de faire l'état des choses aujourd'hui parce que j'allaite encore ma fille. Donc je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si mon corps m'appartenait pas encore totalement. 3 ans et demi après avoir accouché, je suis pas à 100% réappropriée. Aujourd'hui, je dirais que c'est le cas à 80%. On va répondre à la question de Florian Touraine qui nous dit: penses-tu que ce soit impossible de trouver un job dans le milieu du droit au Japon? C'est totalement possible quand vous êtes diplômé en droit de trouver du travail ici. Je pense notamment aux avocats étrangers, les avocats qui s'occupent de faire les demandes de visa ou pour les problèmes d'immigration, etc. Il y a aussi les juristes qui travaillent en entreprise. J'ai un ami qui est juriste qui travaille ici au Japon, qui a une carrière assez folle depuis quelques années ici. Donc ici, c'est totalement possible. Au contraire, je pense que c'est un des diplômes qui vous permet d'avoir un visa assez facilement ici au Japon. Encore une fois, il faut juste faire un dossier béton où vous montrez votre diplôme, vous montrez votre motivation pour venir au Japon, en quoi ça serait bénéfique d'avoir votre présence ici dans le pays, en quoi vous pourrez aider les gens ici. Enfin voilà, c'est totalement possible. En fait, à partir du moment où vous avez un diplôme en quoi que ce soit, dites-vous qu'il y aura certainement un visa qui sera adapté à votre situation pour venir au Japon. Il faut juste bien rechercher lequel et ensuite faire un dossier qui passe à l'immigration, quoi. C'est ça. Je vous propose qu'on change d'endroit, même si je trouve que c'est très beau parce que j'ai plus de batterie et il recommence à pleuvoir. Oh, il y a une petite tortue. Oh non, elle est trop belle. C'est pas les soupons dont je vous parlais tout à l'heure, hein. Ça, c'est une tortue domestique, non? Alors, on a une question de Soleatuki. Est-ce que tu as réussi à tourner la page et à aller de l'avant suite à l'affaire de l'idol japonais qui t'a contacté dans ton adolescence? Est-ce que tu as des bonnes news à ce sujet? J'espère que mes questions ne sont pas trop déplacées. Bonne continuation. Non, ne t'inquiète pas, ce n'est pas déplacé. C'est vrai que je voulais vous donner des nouvelles par rapport à ça parce qu'il y a eu pas mal de choses. J'ai reçu d'autres témoignages de filles qui ont vécu la même chose, que ce soit avec lui ou avec d'autres artistes japonais. Aussi, il était censé participer à un événement cette année en France. En partie, grâce à mes vidéos, il ne sera pas présent en France cette année. Voilà. Donc ça, c'est plutôt le côté positif. Côté négatif, j'ai aussi appris qu'apparemment, il avait déménagé, il ne vit plus à Chiba, mais il vit près de chez moi, dans le même quartier de Setagaya. Donc ça, je vous avoue que voilà, je suis pas ultra sereine. Je me dis qu'il y a une possibilité pour qu'un jour on se croise. J'espère que ce jour n'arrivera jamais parce que ça me fait très peur. Voilà, j'ai pas du tout envie de revoir cette personne. Ensuite, autre chose un petit peu moins fun aussi, les 2 vidéos que j'avais sorties à ce sujet-là, elles ont été démonétisées par YouTube en partie. C'est-à-dire que d'habitude, quand vous avez une vidéo qui est monétisée, vous avez un $ vert qui s'affiche à côté. Moi là, ça fait $2 jaunes. C'est pas le rouge non plus, parce que quand c'est rouge, ça veut dire que c'est complètement mort. Là, c'est jaune, ça veut dire que je gagne
pratiquement pas d'argent dessus parce que YouTube considère que c'est pas adapté aux annonceurs. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçue et en plus j'ai voulu faire appel à cette décision mais ça n'a pas été pris en compte. Donc voilà, c'est un petit peu décourageant pour les victimes qui voudraient faire des témoignages, pour les personnes comme moi qui sont créatrices de contenu. Parler de ces sujets sensibles là, c'est important quand même de le faire. Mais voilà, il faut prendre en compte que vous n'êtes pas forcément soutenu par les plateformes comme YouTube. J'espère que j'aurai pas trop d'autres nouvelles par rapport à ça parce que je vous avoue que ça fait jamais plaisir en fait de replonger dans cette histoire-là. J'essaye de mettre ça un petit peu aux oubliettes. Ça m'a fait du bien de pouvoir en parler publiquement, de pouvoir en parler avec ma communauté. Il y a 99% des gens qui ont été hyper bienveillants en commentaire, qui m'ont soutenu et tout, donc je voulais vraiment vous remercier par rapport à ça. Les 1% de gens qui étaient pas contents ou qui disaient que c'était de ma faute ou je sais pas quoi, on s'en fout. De toute façon, ils ont tous été bloqués, donc voilà, c'est pas grave. Au moins ça fait du tri. Ah, mais il pleut vraiment fort là, attendez. Non! Mon appareil il va pas kiffer, on va se mettre sous un arbre. Bon, c'est un petit peu moins joli, mais c'est pas grave, ça fait le taf et au moins on est protégé par un arbre. Il me semble que tu avais parlé de ton permis une fois, sauf erreur. C'est toujours d'actualité ou plus du tout? Alors oui, effectivement, il y a 1 an, je vous avais dit que j'avais pris une décision et que j'allais passer le permis et en fait aujourd'hui, je ne suis toujours pas inscrite dans une école de conduite. Mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas du tout. En fait, il faut juste que je passe un appel et c'est ça qui me bloque. J'ai trop peur de bugger en japonais, de pas me faire comprendre, qu'il y ait une espèce d'incompréhension et tout et ça me stresse tellement que j'ai jamais passé ce coup de fil. C'est complètement débile, hein. Du coup là j'ai trouvé une école près de chez moi. J'ai vu sur leur site qu'on pouvait leur envoyer un mail. Donc je pense que je vais faire ça. Et puis au moins je pourrai enfin m'inscrire parce que j'ai tellement envie de savoir conduire. J'ai tellement envie d'avoir la liberté de pouvoir aller où je veux, quand je veux, qu'il faut absolument que je passe le pas et que je le fasse. J'ai 31 ans là. C'est trop tard pour passer le permis, ça va pas. Bon allez, question suivante. Quel produit skincare japonais recommandes-tu à tout prix? Et pareil pour les cheveux. Je sais que le skincare, les produits de beauté japonais, coréens et tout, c'est tout un business aussi. Moi, ça me saoule un peu parce que je suis pas du tout là-dedans et je sais qu'il y a beaucoup de produits qui sont un petit peu bullshit. On va vous dire que tel masque, ça vous donnera un effet de comme si vous aviez dormi 8 heures. Mais c'est pas possible en fait, genre logiquement, c'est pas possible. Tout ça, c'est surtout de la génétique et en fait, on peut pas y faire grand-chose malheureusement. Donc moi, j'utilise pas vraiment de skincare, encore moins des skincare japonais parce que dedans, il y a beaucoup de produits qui sont un petit peu suspects. Je trouve qu'en Europe, vous avez énormément de chance d'avoir beaucoup de vérifications sur les produits et donc d'avoir des produits chimiques qui sont interdits dans certains produits cosmétiques. Moi, si j'étais vous, j'utiliserais pas spécialement les produits japonais, j'utiliserais les produits européens. Et en plus, c'est plus adapté pour vous parce que les produits de skincare ici et les produits pour les cheveux, c'est adapté à la peau et aux cheveux japonais. Pour avoir testé, ça fait 8 ans que je vis ici, donc forcément, moi, j'utilise beaucoup de produits japonais, donc que ce soit shampoing, soins, même trucs pour nettoyer la peau. Alors, je dois avouer, c'est vrai que les démaquillants en mousse où on peut se nettoyer la peau avec de l'eau, ça c'est vraiment cool et en France quand j'y habitais en tout cas ça n'existait pas. Peut-être qu'aujourd'hui c'est le cas, je sais pas, mais ça j'avoue c'est le truc cool donc moi j'utilise ça. Pour les shampoings et après shampoing j'utilise des produits que je trouve en pharmacie, j'ai pas de marque particulièrement à vous conseiller et en fait dès que j'ai la possibilité j'utilise des produits français donc genre L'Oréal par exemple. Dès que ma famille vient au Japon ou que moi je rentre en France, j'essaye de faire le stock de shampoings, de soins et tout parce qu'ils sont 1000 fois mieux et 1000 fois plus adaptés à mes cheveux. Et pour le maquillage par contre, j'utilise quand même des produits japonais parce que c'est un petit peu compliqué de se procurer des produits européens ici. Par exemple, l'eyeliner que je mets tout le temps, c'est un eyeliner que j'achète chez le 7-Eleven et il est trop bien, genre j'en ai jamais trouvé un autre mieux. Et pour le teint, surtout, j'utilise une bébé crème, je crois, de La Roche-Posay. Mais j'ai fait mes recherches hier justement après avoir reçu cette question pour savoir si ce produit-là de La Roche-Posay se trouvait en France et en fait non, c'est vendu qu'en Asie. Donc je sais pas trop quel produit il y a à l'intérieur mais je fais quand même plus confiance à ça qu'aux produits coréens ou japonais. Donc voilà ma réponse sur les cosmétiques japonais. Et ben voilà, on est dans le dernier spot de cette vidéo. On a Ju qui nous dit: coucou Fanny, je me demandais comment toi et Mitsu arrivaient à être youtubeur, c'est-à-dire à se filmer devant les gens, se balader avec une caméra, demander si vous pouvez filmer les gens dans les lieux, etc. Tout en étant de nature timide et un peu introvertie. Comment arrivez-vous à dépasser le regard des gens? J'imagine trop les gens penser il, elle se prend pour qui, celle, celui-là. Ça me bloque toute ambition de faire ça. Merci pour ton message et je comprends totalement. Moi aussi, c'est vrai que c'était vraiment dur au départ de me lancer et de faire ça parce que comme tu l'as dit, je suis timide, je suis introvertie et donc ma
s'afficher comme ça en quelque sorte devant les gens, c'était dur. Mais j'ai réussi quand même parce que j'ai pas trop le choix. En fait, si j'ai le choix, je pourrais très bien faire des vidéos dans ma chambre, mais ça serait quoi l'intérêt de vivre au Japon et de faire des vidéos que depuis ma chambre? Ce serait dommage quand même. On a tellement des beaux paysages ici. Et moi, j'ai envie de vous montrer le pays, j'ai envie de vous montrer comment c'est réellement ici. C'est toujours un exercice de sortir à l'extérieur et de devoir parler comme ça à voix haute. Une petite chose qui est en ma faveur quand même, c'est que généralement les gens ils parlent pas français ici, donc ils comprennent pas ce que je dis. Donc voilà, je m'en fous un petit peu en soi. Pour Mitsu, alors je vais un petit peu parler à sa place là, mais lui il est habitué à faire de la télé, il est habitué aux caméras depuis beaucoup plus longtemps que moi, donc je pense que lui ça le dérange moins que moi. Moi je pense que depuis le début je me suis quand même vachement habituée et je suis moins stressée quand même, moins timide de prendre la parole comme ça en extérieur parce que je suis obligée de le faire et franchement je trouve ça bien parce que ça m'aide à être moins timide justement. Après dans tous les cas je peux pas contrôler ce que les gens pensent, donc il y en a très certainement qui me regardent mal et d'ailleurs ça m'est déjà arrivé de recevoir des regards noirs. C'est rare, hein, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois dans toute ma petite carrière de YouTube, donc en 2 ans. Quand ça arrive c'est vrai que ça fait pas plaisir mais c'est rare quand même. Ensuite on a une question de You Shine Like the Sun. Mais c'est quoi ces pseudos que vous avez là? C'est incroyable. Bonjour Fanny, j'ai 2 questions. J'avais déjà posé à Mitsu pour un futur Dinomitsu, mais je la repose ici. Est-ce qu'il y a une forme de compétition, voire de jalousie entre Mitsu et toi concernant les vidéos? Par exemple, est-ce que vous comparez les stats, le type de commentaire, celui ou celle qui a mieux traité tel ou tel sujet, et quand l'un ou l'autre semble faire mieux, est-ce que cela vous impacte? Et avez-vous envisagé, voire prévu de lancer Mitsu et toi une chaîne YouTube commune? Merci pour tes réponses et très belle journée. Pas du tout, il n'y a pas de jalousie entre Mitsu et moi. Je dirais plus qu'on forme une espèce d'équipe. Justement, on fait tout pour que l'un ou l'autre ait une vidéo qui marche le mieux possible en fait. On s'entraide à fond. Il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition entre nous. C'est que de l'entraide et heureusement que c'est comme ça parce que ça serait trop bizarre en fait si on était des espèces de rivaux. Quand Mitsu il a une vidéo qui bide ou quand c'est moi, on se sent mal l'un pour l'autre. Et au contraire, quand il y en a un des deux qui a une vidéo qui explose, ben on est trop content en fait pour l'autre. Moi ça me paraît logique parce qu'en plus on est une famille, on vit ensemble. Si on a un qui a un problème avec sa chaîne YouTube, qui peut plus gagner de l'argent dessus, ça va nous impacter. Donc voilà, on a tout intérêt à former une équipe solide et non, moi en tout cas de mon côté, il n'y a aucune rivalité et je suis pratiquement sûre à 100% que du côté de Mitsu, c'est exactement pareil parce qu'il faut bien comprendre que c'est lui qui m'a expliqué justement comment créer une chaîne YouTube, comment faire du montage, comment gérer les commentaires, etc. C'est lui qui m'a tout montré de A à Z. Donc ça serait bizarre que maintenant il soit un rival ou quoi. Mais c'est une question intéressante parce qu'effectivement, j'imagine qu'il doit y avoir des cas où c'est le contraire, des couples qui sont rivaux entre eux. En tout cas, moi je souhaite pas que ça se passe comme ça et franchement si c'était le cas, je pense que je le vivrais mal. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, si on a prévu de lancer une chaîne YouTube commune, on y a déjà pensé. On participe chacun dans la chaîne YouTube de l'autre. Du coup, on se dit mais qu'est-ce qu'on aurait à proposer en plus si on faisait une chaîne YouTube ensemble? Vous voyez ce que je veux dire? Nos chaînes, on les fait déjà ensemble en quelque sorte. Donc je sais pas si vous avez des idées, en vrai, pourquoi pas. Eh bien, on va déjà passer à la dernière question. Et c'est une question de Sarabas qui nous dit « Une question philosophique. Quoi de mieux pour terminer cette vidéo? Mais comment fais-tu pour être positive et aller toujours de l'avant malgré les galères ?» J'avoue, c'est vrai qu'on a beaucoup de galères quand même. Vous en avez été témoin sur cette chaîne YouTube. Il nous arrive toujours des merdes, quoi. Vraiment, on n'a pas de chance. Je sais pas, en fait, je pense que j'ai toujours été comme ça. Et il m'est arrivé tellement de trucs, en fait, dans ma vie, genre des trucs pas marrants, que je pense que je fais preuve de résilience. Je pense vraiment que c'est ça. Même si ça m'arrive d'être triste, de me sentir mal pendant certaines périodes, je sais toujours que après la tempête vient le beau temps. Et je pense aussi être très chanceuse parce que j'ai une bonne santé mentale. Ça joue énormément dans ma façon de voir les choses, dans ma façon de vivre au quotidien. J'ai jamais eu de dépression, j'ai jamais eu de crise d'angoisse, de choses comme ça. Donc je m'estime extrêmement chanceuse pour ça et d'avoir un mental solide, très solide comme ça m'aide dans les épreuves. Je pense vraiment que c'est grâce à ça que je tiens et que j'arrive à avancer sans problème. Voilà, j'espère que j'ai pu répondre à ta question. C'est la fin de cette FAQ, j'espère que ça vous aura plu de la regarder. Si c'est le cas et que vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Je remercie encore une fois CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas que je mets le lien en description. Si vous voulez cliquer dessus, moi ça m'aide énormément parce que c'est grâce aux sponsors que j'arrive à vous faire des vidéos comme ça, que j'arrive à vivre tout simplement. Donc merci infiniment à ceux qui cliquent sur le lien. Et puis moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.
J'en étais sûre. J'en étais sûre. Tu essayes de me voler quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux me voler? Il n'y a rien à manger ici.